Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information de Gabon 24. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette grande édition, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la vue. Au Gabon, les maladies de la vue sont de plus en plus bien soignées. Certains établissements publics et privés font des prouesses dans la chirurgie oculaire. Et puis en Afrique, le nombre de morts du paludisme a baissé d'environ 57% en Afrique subsaharienne au cours de ces 16 dernières années, avec une meilleure prise en charge des malades et les promesses de vaccins en Afrique sans paludisme se profilent à l'horizon. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Tout d'abord, au Gabon, le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises chargé de l'entrepreneuriat national, Biendi Maganga Moussavou, a visité ce mercredi des administrations sous tutelle. L'objectif de cette visite, s'enquérir des conditions de travail des agents du dit ministère. Le reportage de Lardingue Mamba. 10 jours après sa nomination dans le gouvernement d'Emmanuel Essozengonde, le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national, Biendi Maganga Moussavou, a procédé ce mercredi à une visite des locaux abritant son département ministériel. Objectif de cette descente de terrain, s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. Je fais le constat que cette visite s'imposait parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité d'un département ministériel sans aller à la rencontre de ses collaborateurs, de tous les agents qui constituent le ministère dont j'ai la charge. Donc l'idée, c'était d'abord d'aller à leur rencontre, de les retrouver dans leur cadre de travail et surtout de constater dans quelles conditions ils viennent quotidiennement au ministère délivrer le travail que nous attendons d'eux. Constat fait, le membre du gouvernement dit prendre bonne note et d'apporter les solutions aux maux qui minent son ministère. Après cette visite, je ferai le point avec mes collaborateurs, le secrétaire général et le secrétaire généraux adjoints. Nous ferons le point et nous verrons à quel niveau nous pouvons intervenir pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs, de tous les agents. Il faut dire qu'il y a pour certains bâtiments des conditions de vétusté avancées, des conditions qui sont difficiles. Ce que je leur ai dit directement, c'est qu'il n'est pas forcément évident de résoudre massivement et d'une manière magique les conditions de travail, mais par contre, nous tiendrons compte de la difficulté dans laquelle ils sont pour améliorer leurs conditions de travail. C'est après avoir pris langue avec l'ensemble du personnel de son département ministériel que la visite du ministre Biendi Maganga Moussavou a connu son épilogue. Au Gabon, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État a présenté à son ministre de tutelle ses missions et perspectives en termes de décentralisation de ses services. En témoigne ce compte-rendu de la RISCA. Laure Mamengi. Créée en 2014, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État est un établissement public à caractère administratif, avec pour mission essentielle le recouvrement des cotisations sociales, liquider et payer les prestations familiales et pensions notamment. Nous gérons aussi les pensions spéciales, celles des anciens membres du gouvernement, des anciens parlementaires, des anciens hauts dignitaires de l'État. En perspective, la décentralisation de ces services dans les 8 autres provinces du Gabon. Actuellement, nos bureaux sont uniquement situés à Libreville, mais nous avons beaucoup d'assurés qui sont à l'intérieur du pays et on aimerait être le plus proche d'eux. Pour leur faciliter un peu la vie, ça fait partie de nos objectifs de qualité de service public. Faire en sorte qu'ils ne viennent pas ici des semaines et des semaines, que ça ne leur coûte pas déjà une partie de leur pension de venir séjourner ici. L'année 2015 est marquée par une forte baisse du coût global des prestations familiales par rapport aux années précédentes. Il se situe à 17,94 milliards de francs CFA contre 25,6 milliards en 2014 pour une population de 51 525 agents publics éligibles et 127 536 enfants. Cette année 2016, selon les hypothèses de clôture, cette charge se situerait autour de 20,4 milliards de francs CFA contre 24,32 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances. L'augmentation de cette charge par rapport à 2015 s'expliquerait entre autres par l'élargissement du bénéfice des allocations de rentrée scolaire aux enfants âgés de 3 à 5 ans et par la prise en charge de nouveaux enfants.
Je vous l'annonçais à l'entame, ce 12 octobre, c'est la journée mondiale de la vue, même si bon nombre de Gabonais souffrent d'hypermétropie ou de cataracte. Ces pathologies sont de plus en plus bien soignées au Gabon, en témoigne ce compte rendu de Renandem sur les images de Jospin Bombadianga. La communauté internationale célèbre le 12 octobre la journée mondiale de la vue. Au Gabon, la maladie de la vue se perpétue aussi bien chez les adultes que chez les jeunes et les moins jeunes. Nous avons surpris ce mercredi M. Koumba qui entrait au bloc du CHU de Vendo, dans la zone sud du Gabon, pour se faire opérer de l'œil gauche. Lors du bilan d'examen, ils ont découvert intelligent, donc une nappe, une inflammation de l'œil gauche. Lorsque vous remarquez des picotements, la perte de larmes, il est important de se rapprocher des ophtalmologues pour vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de petites maladies qu'on ignore qui se cachent derrière. Et c'est lors des examens qu'on découvre certaines pathologies. Pour certains, le port des lunettes devrait être pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, vu le coût élevé d'une paire de verres. Il faut faciliter l'achat de ces lunettes, l'acquisition de ces lunettes-là. Et de manière générale, la CNAMGS ne prend pas en charge du tout les lunettes. Donc je souhaiterais que tous ces frais soient couverts par la CNAMGS. Célébrée le 12 octobre de chaque année, la journée mondiale de la vue est consacrée au problème de cécité. C'est l'occasion de sensibiliser davantage la population sur la prévention et le traitement de la maladie des yeux. Informer la population cible sur le dépistage précoce du cancer du sein et de l'utérus en mettant un accent sur l'importance du diagnostic précoce. C'est l'objectif du foyer de dépistage du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Nous sommes là au sud de Libreville qui s'y attelle depuis l'ouverture de la campagne d'Octobre Rose sur les cancers féminins. Ludmila Tuntum sur les images de Texa Kigassa. La gestion planétaire de lutte contre les cancers féminins est au centre du mois d'octobre. Au Gabon, un acte de choix, un engagement de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba dans sa 3e édition. Dans la capitale gabonaise, la sensibilisation bat son plein dans les centres de dépistage comme ici au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Tous les matins, nous recevons des patientes qui viennent pour cela. Le dépistage consiste à un examen clinique, somatique, et il est complété par un examen spécifique du col. Nous pouvons prendre 100 personnes par jour. Le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, tout est mis en œuvre pour un meilleur suivi. Après l'analyse histologique, s'il s'avère que c'est des cancers, on les traite, on les envoie systématiquement directement à l'Institut de cancer qui est à Ngonjé et qui est spécifique pour la prise en charge des cancers. Parce que vous savez que désormais au Gabon, on ne peut plus faire sa sauce dans son petit coin en termes de prise en charge des cancers. Si on a des suspicions dans ce sens, ou bien si on a des cancers avérés, on les envoie systématiquement à l'Institut de cancer au CHU d'Angonjé. La découverte précoce d'un cancer du sein ou du col de l'utérus permet des traitements plus simples et augmente des pourcentages de guérison en améliorant durablement la qualité de vie des femmes. J'en viens à cette note d'éducation au Gabon. Ce mercredi à Libreville, les élèves ont regagné le chemin des salles de cours après la rencontre du ministre de l'Éducation nationale avec les responsables des établissements privés. En témoigne ce compte rendu de Andy Tungi, Jospin Bombadianga. Date du jour sur le tableau, les élèves sont studieusement sur leur cahier. La reprise des cours est effective dans les établissements privés après la rencontre des promoteurs d'établissements privés avec le ministre de l'Éducation nationale. On a été reçu par le ministre de l'Éducation nationale à qui nous avons présenté nos doléances, les doléances que rencontrent les établissements privés laïcs au Gabon. Après 3 mois de vacances, en un bref délai, il nous a compris et autorisé à ce que nous ouvrons nos portes ce matin. Ici, enseignants et apprenants s'accordent sur une même équation pour obtenir une bonne solution, celle du meilleur résultat en fin d'année scolaire. On a demandé de nous présenter dans le cahier. On a écrit notre complet scolaire, notre nom, notre prénom, notre âge, notre classe, chargé de cours, année scolaire 2016-2017. Ça, c'est la révision
Donc pouvoir un peu jauger le niveau des enfants qui reviennent des classes antérieures, donc du C1, deuxième année. Donc on essaie de voir ce qu'ils ont eu comme acquis et à partir de cela, on va pouvoir travailler pour l'année qui commence. Au lendemain de la rencontre du ministre de l'Éducation nationale et les promoteurs de ces écoles privées, certains responsables n'ont pas eu le temps d'informer aux parents d'élèves de l'annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale. Pour l'heure, ils sortent des cours accompagnés des parents. Partons maintenant dans l'ouest du Gabon, à Port-Gentil, où avec le retour des pluies, bien de Port-Gentillais s'interrogent sur la poursuite du projet de construction des passerelles métalliques dans la capitale économique, une ville très exposée aux inondations, entre autres dommages liés au climat. Il en ressort que le chantier, qui a connu un arrêt conséquemment aux violences post-électorales, a repris et pourra être livré dans les délais les plus brefs. Le reportage de notre correspondant sur place, Igor Onanga. En cette période de l'année, le ciel gabonais annonce l'arrivée des précipitations. À Port-Gentil, le retour des pluies est fréquemment synonyme de retour des inondations et autres difficultés d'accès dans certains quartiers. Pour y parer, l'État gabonais, par le biais de la Direction générale du budget, finance un projet de construction de passerelles métalliques disséminés dans les 4e et 2e arrondissements de la ville du Sable, sans doute les plus touchés par les affres des intempéries. La tâche a été confiée à l'entrepreneur Afribéton. Nous avons 3 km de passerelles à construire. Il y a déjà certaines passerelles qui sont presque livrées. Vous avez la passerelle de Fatima, vous avez une demi-passerelle juste après Santa Barbara qui est aussi livrée et les autres passerelles sont en voie d'achèvement. En gros, c'est un peu moins d'une dizaine de passerelles en caillebotis métallique qui devraient être livrées depuis un bon moment, vu que le délai évoquait les 45 jours. Retardé par les événements post-électoraux, l'adjudicataire de ce marché se veut rassurant. On a tout repris, vous avez été dans les chantiers, vous voyez qu'il y a bien des mouvements. Nous nous attelons à ce que tout soit livré dans les délais les plus brefs. Voilà ce qui servait de commodité de communication aux riverains de ces quartiers jusqu'alors enclavés. Avec ces passerelles métalliques, on peut aisément parler d'un problème réglé parmi tant d'autres. Vraiment, nous disons merci. Et nous demandons aussi qu'ils puissent continuer à faire, par exemple, pour le problème des câbles. Nous demandons les poteaux. Mais c'est vraiment magnifique ce que l'État a fait pour nous. Parce que chaque année, il fallait que nous refaisons toujours les ponts. La saison des grandes pluies s'annonce déjà. La livraison complète de ces passerelles métalliques sera un pas en avant dans l'amélioration du quotidien de ces Port-Gentillais. Ouvrons à présent la page de l'actualité africaine de cette grande session. Tout d'abord, au Togo, sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé. Outre la piraterie maritime, le comité des experts a par ailleurs planché sur la problématique des trafics illicites par voie maritime. En témoigne ce compte rendu de Abdoulaziz Maïga, notre envoyé spécial à Lomé. Piraterie et violence armée, trafic d'êtres humains, d'armes et de drogue, menaces naturelles ou épuisement des ressources halieutiques, autant de défis à surmonter pour une économie bleue émergente. Le caractère transnational de ces menaces contraint les États à se concentrer sur les solutions multisectorielles pour des actions coordonnées en mer, aux frontières et dans les ports. Il y a eu des propositions concrètes, par exemple, sur le fait qu'au niveau de l'Union africaine, il faut une entité dédiée à cette question maritime. L'Afrique est un continent entouré de mer. Il est tout à fait un peu anormal que nous ne prenions pas cette question au plus haut niveau de manière sérieuse. Cependant, lutter contre ces menaces n'est pas toujours évident. Entre l'urgence de garantir la sécurité et la nécessité de libéraliser les échanges, les défis de la communauté internationale restent énormes. Il ne faut pas attendre forcément que nous ayons des systèmes, des institutions, des mécanismes parfaits. Il faut commencer, il faut tester. C'est en faisant qu'on améliore ce qu'on a à faire. Pour nombre d'observateurs, la clé de réussite du sommet de Lomé réside dans la mise en place rapide et effective de la charte qui devra être signée ce 15 octobre. Et nous restons au Togo où la piraterie maritime est une préoccupation majeure pour les pays africains, en particulier ceux du golfe de Guinée où de 2005 à nos jours, plus de 205 attaques de pirates ont été enregistrées. Le phénomène était donc ce mardi au cœur du sommet de l'Union africaine à Lomé, la capitale togolaise. Pour les experts,
il y a urgence à agir. Retrouvons notre envoyé spécial à Lomé, Abdulaziz Maïga. S'il y a un point sur lequel tous ces experts sont tombés d'accord lors de cette conférence, c'est que la lutte contre la piraterie maritime passe nécessairement par la volonté politique et l'harmonisation des tests entre les États. Une mutualisation des efforts pour couper le mal à la racine en traquant les pirates non seulement en mer mais aussi à terre, les privant de tout circuit financier et moyen dont ils se dotent, jouissant souvent d'une quasi-impunité. L'idée aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de mobiliser les énergies pour lutter contre la piraterie traditionnelle, mais aussi toute la criminalité, les nouvelles formes de criminalité qui se développent sur nos côtes. La sécurité dans les eaux africaines et surtout ceux du golfe du Guinée reste une préoccupation majeure. Le fléau de la piraterie, de l'insécurité en mer est un fléau global, c'est un mal global. Et les experts pensent qu'aucun pays ne peut venir seul à bout de ce fléau, d'où la nécessité de se mettre ensemble, soit par des accords, des partenariats bipartites entre les États ou multipartites, soit surtout en privilégiant le cas des communautés économiques régionales, tel que c'est le cas en ce moment en Afrique australe ou dans le golfe de Guinée. Après Luanda et Yaoundé qui constituent une avancée réelle dans la mise en place d'un cadre législatif ouvrant la voie des poursuites contre les pirates, le sommet de Lomé apparaît comme une étape supplémentaire dans la mesure où il engage les acteurs dans une démarche plus ou moins coercitive. Je vous l'annonçais au début, en Afrique, le taux de mortalité du paludisme a baissé d'environ 57%, précisément en Afrique subsaharienne de 2000 à maintenant, au cours de ces 16 dernières années. Pour la première fois dans l'histoire, une Afrique sans paludisme se profile à l'horizon. Le récit de Mirandangé. Le taux de mortalité du paludisme a baissé d'environ 57% en Afrique subsaharienne de 2000 à 2016. Cette statistique a été fournie par le New England Journal of Medicine ce mardi. Une forte baisse des décès causés par le paludisme a été constatée en 2015 dans les 4 pays qui détenaient en 2000 les taux les plus élevés de mortalité, dont le Burkina Faso, le Mali, la Sierra Leone et le Mozambique. Là où 1,7 million de décès avaient été signalés il y a 16 ans, seuls 631 000 ont été dénombrés en 2015 selon le même journal. Des chercheurs ont mis au point une nouvelle technique permettant de cartographier la maladie, un outil qui peut aider les États à repérer les zones où doivent être déployés des agents de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, quelques 6 millions de personnes, en majorité des enfants, ont pu être sauvées. Elles indiquent dans leur rapport que le paludisme a surtout régressé grâce à la prévention, au traitement et à la lutte contre cette maladie par la distribution des moustiquaires. Cap sur le Kenya où pour la première fois après l'apartheid, un président sud-africain se rend dans le pays. L'Afrique du Sud et le Kenya veulent ainsi assouplir les frontières entre les deux pays en facilitant les échanges en matière commerciale et migratoire dans un effort conjoint pour renforcer leur présence au sein du continent africain. Marina Mendeman. Dans le cadre d'une visite officielle au Kenya, la première d'un chef d'État sud-africain après l'apartheid, le président Jacob Zuma a expliqué que cette initiative visait à assouplir les frontières sur le continent afin de faciliter les échanges entre les deux pays. Un programme qui rentre en accord avec celui établi par l'Union africaine. Critical to our agenda is strengthening our government to government. Un des points forts de notre rencontre est la décision de renforcer nos relations économiques et nos relations personnelles. Et pour cela, il faut supprimer les barrières qui empêchent le mouvement des personnes, des biens et des services. To remove barriers to the movement of people, goods and services. Les deux présidents sont tombés d'accord pour lever progressivement toutes les barrières commerciales entre les deux pays. We have also given instruction to our ministers and officials. Nous avons également demandé à nos ministres et nos fonctionnaires de travailler dur pour éliminer tout obstacle qui limite la croissance du commerce entre les deux pays. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, que nous ne sommes pas au même niveau. Il y a plus de biens qui circulent dans un sens et nous devons trouver des moyens et des solutions pour équilibrer cela. Au cours de leurs échanges, Jacob Zuma et Uhuru Kenyatta ont également fait part de leur volonté de faciliter les voyages entre leurs deux pays. Le président sud-africain, de son côté, a accepté d'accélérer le projet de réduction du prix des visas et de suppression de visas de transit. Le président kenyan, quant à lui, a notamment évoqué les taxes élevées sur les exportations de thé du Kenya, un des premiers producteurs mondiaux de thé.
de même que les restrictions sur d'autres produits. Les deux présidents ont de ce fait convenu de créer un environnement favorable pour faciliter les affaires entre leurs pays respectifs. Et puis avant de refermer cette page africaine, dans le reportage que vous allez suivre au Ghana, on apprend que 4 candidats participeront à l'élection présidentielle de début décembre prochain. La commission électorale a écarté ainsi 12 autres candidatures pour non-conformité de leur dossier. Le président sortant, John Dramani Mahama, fera donc face au leader du principal parti d'opposition, Nana Akufo-Addo. Katia Sandon s'en fait l'écho. Qui sera le prochain président du Ghana? Nul ne le sait pour le moment. On sait toutefois que chaque candidat doit débourser une somme de 50 000 cedi, environ 11 000 euros, pour se lancer à la course de la présidence. La somme a suscité la controverse. Les partis d'opposition ont porté plainte contre la commission électorale et le gouvernement, estimant que le coût était arbitraire et peu raisonnable. Mais un tribunal leur a donné tort la semaine dernière. Lors de la campagne qui s'annonce, les attentes sont énormes pour le président John Dramani Mahama, puisqu'il doit mettre en avant son bilan économique où la croissance doit atteindre 8% l'année prochaine. Mais le principal figure de l'opposition, Nana Akufo-Addo, doit lui aussi mettre l'accent sur l'économie. Il a récemment souligné que malgré la croissance, le déficit budgétaire et l'inflation étaient repartis à la hausse, contrairement à la valeur du cedi en net recul. La chute des coûts de l'or et du pétrole que le Ghana exporte y sont pour quelque chose. Les autres candidats de l'opposition, Igor Kobina et Jacob Ossé, seront aussi en lice. Les électeurs choisiront entre les 4 candidats le 7 décembre prochain. Pas en reste dans cette grande session, l'actualité hors du continent, tout d'abord aux États-Unis, alors que Donald Trump traverse une mauvaise passe après la publication vendredi dernier d'une vidéo choc datant de 2005, le montrant en train de tenir des propos peu élégants sur les femmes. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a attaqué sa rivale Hillary Clinton lors d'un meeting ce mardi en Floride en l'accusant d'être corrompue. Dorothée Afinizo. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain aux États-Unis n'en démord pas. Mardi, lors d'un meeting à Panama City, dans l'État de Floride, Donald Trump s'en est encore pris à sa rivale démocrate Hillary Clinton, l'accusant d'être fortement corrompue après la diffusion de certains documents par le site Wikileaks. Les documents d'Hillary Clinton révélés aujourd'hui par Wikileaks montrent encore plus clairement l'enjeu de cette élection. Il y a tant de corruption. Cette élection déterminera si nous demeurons un pays libre dans le vrai sens du terme ou si nous deviendrons une république bananière corrompue. Wikileaks a publié depuis vendredi dernier des milliers de messages piratés du compte personnel de John Podesta, directeur de campagne d'Hillary Clinton, sur la messagerie Gmail. Sans révélation tonitruante, cette fuite massive lève toutefois un coin de voile sur les secrets de fabrication de la candidate démocrate. Un vote pour Hillary, c'est un vote pour plus d'invasions dangereuses à l'étranger, pour plus d'escroqueries de Wall Street, pour plus de terribles traités commerciaux, comme ça l'a été confirmé hier par Wikileaks. Pour sa part, le président de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, a accusé mardi Julian Assange, créateur de site Wikileaks, de faire le jeu de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche, accusant Moscou d'avoir piraté ses emails dans le même but. Les nouveaux élus hongkongais prônant la rupture avec Pékin ont fait ce mercredi 12 octobre une entrée remarquée au Parlement local, transformant leur prestation de serment en tribune politique. Le récit de Gaël Mapessi. La députée indépendantiste Wu Wenxing déployant un drapeau sur lequel est écrit « Hong Kong n'est pas la Chine » avant de prêter serment. Fraîchement élus, ils se sont offerts une tribune politique. Plusieurs nouveaux députés hongkongais prônant la rupture avec la Chine ont ouvertement défié Pékin. Ce mercredi 12 octobre, lors de la prestation de serment au Parlement de l'ex-colonie britannique. Le Conseil législatif se réunissait pour la première fois depuis les législatives, organisées au début de septembre, qui ont été marquées par l'élection d'une poignée de candidats demandant une plus grande autonomie vis-à-vis de la Chine, 2 ans après les grandes manifestations du mouvement pro-démocratie des parapluies.
Ouvrons à présent la page de sport. Tout d'abord, football, et c'est au Gabon où vient de séjourner une mission de la Confédération africaine de football qui s'est rendue dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, pour s'enquérir de l'avancée des travaux des stades. Le reportage de Freddy Koula. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date du lancement de la fête du football africain, dont le Gabon est à l'organisation pour l'édition de 2017, la fréquence des missions de contrôle des infrastructures devant accueillir le monde entier s'accélère. Emmené par Mohamed Kader Amin El Shawarbi, chef de mission et manager des compétitions dans la nomenclature de la CAF, le groupe qui était entre autres composé des représentants locaux du COCAN et du maire de la commune de Port-Gentil s'est ébranlé dans la capitale économique dès les premières heures de ce 12 octobre 2016, soit à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, prévue démarrer le 14 janvier prochain. Du stade de 20 000 places spécialement construit pour la circonstance, un regard sur les capacités qu'offre la ville du Sable en termes d'hébergement, sans oublier de jeter un œil sur les terrains d'entraînement. Cette visite, inscrite dans le calendrier des missions de la CAF au Gabon, aura permis, sans risque de se tromper, de constater qu'à Port-Gentil, l'organisation semble aller bon train, mettant de ce fait de l'eau au moulin des doutes levés par le président de la Confédération africaine de football quant aux capacités de notre pays à tenir ses engagements. De plus en plus pointilleuse, car les attentes de l'heure l'imposent, l'inspection de ce jour se sera bien heureusement terminée par les encouragements du représentant de la CAF. Monsieur le coordinateur, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne continuation, félicitations. Merci. Des encouragements et un satisfecit facilement perceptibles. Nous sommes à J-93 du premier coup de sifflet. Un reportage donc de Igor Nanga, notre correspondant dans la capitale économique Port-Gentil. Et puis, un groupe d'enfants palestiniens manifestait ce mardi 11 octobre vers la colonie israélienne de Mal Adoumin en Cisjordanie occupée pour demander à la FIFA de mettre un terme aux matchs de clubs israéliens dans des colonies de Cisjordanie. Le récit de Lardingue Mamba. La Fédération palestinienne de football presse la FIFA à mettre fin aux matchs des clubs israéliens dans des colonies de Cisjordanie occupées, en la mettant en garde contre le risque de se rendre coupable de violation du droit international. La raison principale de notre manifestation aujourd'hui, c'est d'appeler la FIFA et le président de la FIFA, Gianni Infantino, à laisser les enfants palestiniens jouer sur leur terre. Cette manifestation vise à montrer au Conseil de la FIFA qu'il y a du racisme ici. La terre vers laquelle nous marchons appartient à ces enfants et à leurs familles derrière nous, mais ils ne sont pas autorisés à y accéder et ils ne sont pas autorisés à construire des stades de football ou même des écoles sur leur terre. Pour les Palestiniens, le fait que les clubs israéliens puissent disputer dans des colonies des matchs reconnus par la Fédération israélienne et donc indirectement par la Fédération internationale dont elle est membre est une manifestation de plus de l'entreprise coloniale. 6 clubs de 3, 4 et 5e division israélienne, considérés comme semi-professionnels, jouent leurs matchs à domicile, non pas en Israël, mais en Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis 1967. Dans une lettre adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, la Fédération palestinienne demande à l'organisation de mettre fin sans plus tarder à ces violations. Gianni Infantino avait assuré la semaine passée à l'agence France Presse que la résolution de cette question était l'une de ses priorités. Avant de refermer cette grande session, le rappel des titres. La communauté internationale a donc célébré ce mercredi la journée mondiale de la vue. On retiendra qu'au Gabon, les maladies de la vue sont de plus en plus bien soignées. Certains établissements publics et privés font des prouesses en la matière. Et puis en Afrique, l'on a vu que le nombre de morts du paludisme a baissé d'environ 57%, notamment en Afrique subsaharienne au cours de ces 16 dernières années, avec une meilleure prise en charge des malades et des prouesses de vaccins pour une Afrique sans paludisme qui se profile à l'horizon. Voilà donc, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.